abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Encore une fois, je voudrais vous compter parmi les survivants, où que vous soyez. Nous résisterons et nous survivrons face à cette pandémie du Covid qui décime le monde. Énormément de cas de contamination. Ici à Kinshasa, notamment avec la saison sèche, on est maintenant au-delà presque à 4500 cas. On espère vraiment que nos autorités vont tout faire pour qu'il y ait moins de contamination, qu'on déconfine les gens et que les activités reprennent tout en respectant les mesures barrières. Où que vous soyez, bande qu'on a pesi binombo, qu'on a pesi merci, na bande qu'on se bazar au bengabiso, bazar ko sale la biso ba qui nous font part de leurs suggestions, des commentaires, des observations, parce qu'en effet, ça nous permet d'améliorer déjà ce que nous faisons, surtout ces sacrifices que nous consentons, matin, midi, soir, pour mieux vous faire comprendre l'actualité sociopolitique dans notre pays. Parce que c'est important, certains d'entre vous n'ont pas le temps d'aller en profondeur, de comprendre les noms dits de certains dits. Et nous, on est là pour analyser pour vous sans prendre fait et cause sur qui que ce soit ou autour de quoi que ce soit. Ce matin, je vous amène 3 nouvelles importantes. D'abord, une déception. Je vais parler ce matin. Il y a Bandeko Bakofa Kilobi dans le marché central. Autour, il y a des manifestations sur la réouverture de ce marché. Il y a eu des morts. Officiellement, on parle de 3 morts. Mais certaines informations qui nous sont parvenues font état de plus de morts que ce que les sources officielles ont donné. Je vais expliquer pourquoi on pouvait éviter ces morts. Encore une fois, notre cher bien-aimé Jean-Marc Kabound va s'inviter dans cette émission parce que l'actu nous l'impose ou nous l'oblige pendant que nous attendons impatiemment l'élection de Mme Patricia Nseya, désignée par l'UDPS pour remplacer Jean-Marc Kabound à Kabound. Ce dernier a saisi le Conseil d'État en contestation de cette candidature. Il a saisi le Conseil d'État demandant à ce que l'on suspende la procédure en attendant l'avis de cet organe judiciaire. Est-ce que Jean-Marc Kabound est allé est en train de contredire ou en train de défier son parti, Félix Tshisekedi, son président, ou encore ces députés qui se sont ligués autour de la candidature de Patricia Nseya? C'est autant de questions auxquelles je tenterai de répondre et on finira, en tout cas pendant les dernières minutes de l'émission, sur la nomination ou désignation d'un mandataire public dans les entreprises. Ça se chuchote de plus en plus. Il semble que les carottes sont cuites et que bientôt nous connaîtrons dans un premier temps les 10 premiers mandataires. Nous allons insister ici dans cette émission sur des critères qu'il faudra dans la désignation de ces mandataires. Parce que nous ne voudrons pas revivre ce que nous avons vécu avec certains ministres au sein du gouvernement qui n'attendent plus que leur départ parce qu'ils ont été nommés sur fond de clientélisme, nommés sur fond d'appartenance politique et que le critère compétence n'a pas été prise en compte dans la nomination de ministre Moussoussou. Donc, comment ombre d'eux-mêmes, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas été ou ils ne sont pas à leur place. On reviendra tout à l'heure. Comment peut-on accepter que dans un pays qui se dit démocratique, même si d'autres personnes disent qu'on a des démocraties que de nom, que des citoyens déjà meurtris par le Covid, touchés par la situation sociale délétère que nous avons dans ce pays, sans assistance étatique, meurent, pour certains, sous les balles de notre police. Comment peut-on accepter qu'en ce moment où le monde entier s'élève pour dénoncer les bavures policières aux États-Unis, on a vu avec combien de consternation et d'indignation on a enterré George Floyd,
tuer, au-delà du racisme, il s'agit d'une bavure policière et qu'on n'accepte que chez nous, que nos citoyens, nos frères, nos sœurs soient tués par ceux-là même qui sont payés avec notre argent. Effectivement que des sources officielles nous parlent des 2 décès par électrocution. Et puis il y a notre manifestant sur qui décédé parce que les autres sont marchés dessus. Mais quoi qu'il arrive, est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ce qui est arrivé? Il y a bien longtemps déjà que plusieurs syndicats au niveau du marché central ont envisagé cette manifestation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé les choses pour engager des discussions? Faire comprendre aux commerçants les raisons pour lesquelles, parce que maintenant la colère, c'est que au-delà du Covid, au-delà des mesures barrières, enfin, au-delà des mesures, des restrictions sociales qui ont été prises, on n'ouvrira pas le marché central, même après le déconfinement de la Gombe, parce qu'il y a des travaux qui sont envisagés. Ce qui est une bonne chose, parce que l'on voudrait quand même qu'on nous vende des produits dans les conditions humainement acceptables, ce qui est une bonne chose. Parce qu'en fait, quand vous allez au marché central, surtout quand il pleut, vous vous dites si vous devez acheter un article là-bas ou pas. L'accès est impitoyablement difficile. Les gens vendent à même les sols, et même pour des produits vivriers. On est d'accord avec le gouverneur qu'il faut réfectionner, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut reconstruire ce marché. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on propose aux commerçants? Quel est le plan B qui est envisagé? Nous avons appris qu'il y a des endroits qui sont aménagés, ce qui est bon. Mais pourquoi n'a-t-on pas envisagé ce que l'on pourrait appeler en anglais le common ground? Pourquoi on n'a pas voulu mettre autour d'une table l'exécutif, les commerçants, trouver un consensus? Pourquoi a-t-on accepté qu'il y ait cette manifestation qui débouche sur des morts? Et avant cette manifestation, nous avons appris que nos confrères de la RTGA ont été, un journaliste, un caméraman, ont été arrêtés, brutalisés, violentés, leur matériel saisi, nous dit-on, sur ordre du gouverneur. On n'est pas dans une jungle, on n'est pas dans une république anarchique, on est dans un pays qui s'est dit démocratique et qui a des lois, des règles qu'il faut respecter. Comment accepter que des policiers, si on s'en tient en tout cas aux versions qui nous parviennent, que les morts d'hier au marché central l'ont été par des coups de feu, comment on peut accepter que des policiers se rendent sur un lieu de manifestation avec des armes létales et qu'ils tirent à balles réelles? Mais surtout, ce qui est révoltant dans cette affaire, c'est que jusque-là, aucune compassion, aucune indignation, aucun communiqué de condamnation. On se contente à dire, ben, effectivement, c'était par électrocution. C'est comme si c'était des mouches qui sont décédées. C'est comme si c'était des badauds, des brigands. Et même si c'était des badauds, c'est des citoyens congolais. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ont des droits. Et l'État leur garantit la sécurité, la protection. Comment expliquer que le Congolais se sente étranger dans son propre pays? Qu'il se sente mal à l'aise au point qu'il n'est même pas à mesure d'exprimer sa moindre frustration? Est-ce que revendiquer, réclamer la réouverture de ce marché était-il un péché de lèse-majesté? Pourquoi les policiers ont ouvert le feu? Mais pourquoi jusqu'à ce moment, aucun procès n'est envisagé, personne n'a été interpellé, aucun policier interpellé, ni détenu, ou envisagé carrément un procès en flagrance? Donc ça signifie que dans ce pays, on peut se réveiller matin, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, donc, au Koki Kolamukana Tongo Sankoyeba, comment tu finiras ta journée? Parce qu'un policier, un peu, soit mal formé ou ivre, ou qui a reçu des ordres mal donnés, il peut ouvrir le feu sur n'importe qui.
D'où vient cette gâchette facile qu'ont nos policiers maintenant? Et comment expliquer que les autorités ne nous donnent aucune explication vraie, incontestable sur ce qui s'est passé au marché central? Maintenant, il y a une guerre entre le gouverneur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, sur la réouverture ou non de ce marché. Et tout ça sur le dos de la population. Parce qu'on veut bien. Ailleurs, quand on a confiné certains milieux, il y a eu des subventions de l'État. Il y a eu des aides de l'État. Mais nous regardons la télévision, nous voyons comment l'État américain débourse des milliards pour aider, renforcer l'économie, aider les populations, participer aussi à ce type de chômage forcé, parce que les entreprises sont dans l'état que nous connaissons. Ici, ce n'est pas ça qui nous préoccupe, ce n'est pas notre sujet. Plutôt, on est pressé à envoyer des policiers, traquer des journalistes, envoyer des policiers, tirer sur des manifestants non armés, s'il vous plaît. Nous pensons que toute lumière va être faite autour de ces morts qu'on aurait pu éviter. Si ces compatriotes sont morts par électrocution, mais qu'on remonte la filière, qu'est-ce qui a pu se passer? Qui a provoqué l'autre pour qu'on en arrive là? Les policiers ont-ils utilisé des balles réelles? Étaient-ils en face d'une menace réelle? Se sont-ils retrouvés en position de légitime défense? Voilà des questions auxquelles nous attendons des réponses à la fois de la police, de l'hôtel de ville, du ministère de l'Intérieur. Et pourquoi pas du président? Parce que quand on voit ailleurs qu'il y a un seul citoyen qui meurt dans les conditions aussi chaotiques, dans les conditions aussi violentes, c'est tout un État qui s'élève. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un militant de la Lucha soit tué à Beni et qu'il n'y ait pas d'indignation? Où sont passées toutes ces organisations de défense des droits de l'homme qui nous rabâchaient les oreilles matin, midi, soir, chaque fois qu'il y avait un décès à côté? Ah, Kabila a tué. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on nous a fait comprendre dans un passé récent. Ah, Kabila a tué Rossi Mukenzi. Oui, disons que Rossi était dans une démarche pour réclamer les élections qui allaient déjà être organisées. Mais que dire de ces citoyens, de ces victimes du marché central, de ce garçon de Goma qui est mort, et d'autres décès, d'autres meurtres, d'autres assassinats que nous avons ici et là. Sans parler de ces Congolais qui sont totalement oubliés, les Congolais de Beni, les Congolais de l'Ituri, les Congolais du Kasaï central, qui ne se sentent pas sous la protection de leur État. Est-ce que nous sommes dans une situation d'un État dans un non-État? C'est-à-dire qu'on est État parce qu'on est reconnu, on a une reconnaissance internationale, on est État parce que nous avons plus ou moins des frontières mais dont on connaît le degré de porosité, on est État parce qu'on a un président et ainsi de suite, mais on n'est pas État parce que les citoyens se sentent aussi délaissés, parce qu'en cas de problème, le Congolais, il se sent seul et non pas sous la protection de son pays. Je pense vraiment que cette interpellation est comme Anamato Yabakonzi et qu'on va nous donner toute la vérité parce que dans ce pays, on ne peut plus accepter qu'il y ait un mort de trop, un mort de plus. Il y a déjà des millions de Congolais qui sont morts dans les conditions aussi atroces à Beni et ainsi de suite, et de ceux qui sont tués ici à Kinshasa par les Koulouna. C'est de trop maintenant. C'est de trop. Un mort de plus est un mort de trop maintenant. Il faut que ça s'arrête. Avec un peu de temps, je voudrais maintenant revenir sur l'affaire Kabound. Nous avions longuement, on est longuement revenu sur cette affaire, sur la désignation de Patrice Nseya, un choix personnel du président Tshisekedi qui a pris le camp Kabound à contre-courant parce que ceux-là voulaient bien que ce poste reste vacant. On était dans une sorte de rapport de force maintenant. Soit qu'on voulait monter les enchères, soit qu'on était dans une démarche totalement boycottiste. Et le président Tshisekedi a pris une décision très sage,
sans frustrer ses partenaires du FCC, sans mettre le feu à la case, estimant que la déchéance de M. Kabonda Kabonde s'est passée de façon réglementaire et qu'il était important que le parti désigne quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas de personnes providentielles. Mais quelle n'a pas été notre surprise quand nous avons appris que M. Kabonda Kabonde, celui-là même qui a dit qu'il quittait ce poste, la tête haute, à bon Tshisekedi, parce que prétendait-il avoir défendu le président qui était selon lui au cœur d'un vaste complot, ourdi par qui c'est des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Le voilà qui saisit les cours et tribunaux et cette fois, cette démarche est à l'opposé de la démarche du parti. Comment expliquer que M. Jean-Marc Kabonda Kabonde saisisse le Conseil d'État pour demander la surséance de l'élection de Patricia Nseya? Celle-là même qui a été désignée par Félix Tshisekedi en personne. M. Jean-Marc Kabonde se sent-il tellement fini ou le maître nageur se sent en train vraiment de se noyer qu'il s'accroche à sa propre ombre. Parce qu'effectivement, quand on se noie, on peut s'accrocher même au serpent. Quand on se noie, on peut s'accrocher même au serpent, sans savoir que celui-là peut être aussi un danger contre toi-même. Comment expliquer cette nouvelle démarche de saisir le Conseil d'État, à la fois contre Janine Mabunda, pour demander qu'on arrête la procédure? M. Jean-Marc Kabonda Kabonde n'était-il pas consulté? Parce que l'on sait qu'avant de choisir, Félix Tshisekedi, autorité morale de l'UDPS, a consulté la Convention démocratique du parti, la commission électorale et le secrétariat général. M. Kabonde n'aurait peut-être pas été consulté. Est-ce que le président comprend que le mandat spécial donné à son protecteur présumé, n'ayant plus de validité, il pense que ce poste de président haï de l'UDPS n'existe plus ou comment? Jean-Marc Kabonde se sent-il abandonné par son propre camp? Se sent-il lâché au point d'aller en guerre maintenant contre l'UDPS? Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, les non-dits, c'est que cette démarche s'oppose à la ligne des conduites levées par le parti, à l'option levée par le parti. C'est-à-dire que l'homme reste dans sa politique boycottiste. Non, on n'y va pas. Ou c'est moi, ou c'est rien. L'UDPS va-t-elle accepter de se soumettre à ce caprice d'un individu qui pense qu'il peut prendre tout un parti en otage? Est-ce que nous pourrions, est-ce que ce serait précipité pour nous de parler déjà de la rupture entre Félix Tshisekedi et son poulain JMK? Est-ce que l'on peut penser déjà à une descente aux enfers inédite pour celui qui a connu une ascension fulgurante à l'UDPS? Un président fédéral qui se retrouve contre toute attente à la surprise générale, secrétaire général d'un si grand parti, lui qui n'avait que moins de 40 ans. Autant de questions. J'ai suivi un communiqué de l'UDPS qui estime que non, la démarche de saisir le Conseil d'État fait partie des options levées par le parti. Mais comment le même parti peut désigner Mme Patricia Nseya pour remplacer Jean-Marc Kabonda Kabonde et initier une démarche contraire pour bloquer son élection? Est-ce qu'on comprend le contraste qu'il y a dans cette affaire? Le même parti qui désigne un remplaçant ou une remplaçante et qui bloque en même temps la démarche. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas à l'UDPS? Il y a tellement de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Mais je pense que, excusez-moi, je pense que le Conseil d'État va vite faire les choses et qu'avant la session, à la fin de la session de juin,
les députés vont nous doter de notre premier vice-président pour que les choses évoluent. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans cette vieille politique des chaises vides ou que l'on continue à parler autour des individus alors que nous savons que des postes restent, les institutions restent et les individus passent. Joseph Kabila dirigeait ce pays des maîtres pendant 17 ans et demi, presque 18 ans. Le voilà parti, le voilà qui se repose tranquillement aujourd'hui dans sa ferme de Kingakati, dans la banlieue de Kinshasa. Le poste est resté occupé par quelqu'un d'autre. Sûrement que dans 5 ou 10 ans, Félix Tshisekedi pourrait partir et laisser ça à quelqu'un d'autre. En passant, je voudrais ici présenter mes condoléances les plus profondes à tous les Burundais qui vivent ici, qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie, ou à tous ceux que nous suivons ailleurs, le Burundi qui a perdu son président, M. Pierre Nkurunziza, à 55 ans, foudroyé par un arrêt cardiaque, alors qu'il devait, dans les 2 mois qui viennent, faire la remise-reprise, une passation symbolique du flambeau avec son successeur, le général Ndayishimiye. Pierre Nkurunziza qui est parti, un panafricaniste né, c'est lui qui s'est opposé à la barbarie des Occidentaux contre le Burundi. Il part en laissant son pays sur une bonne trajectoire, en ayant organisé les élections qui ont conduit à l'alternance pacifique. Il s'est inspiré de l'exemple Kabila, qui a organisé les élections alors qu'il avait la possibilité de se représenter pour un 3e mandat et qui a laissé son pouvoir ou le pouvoir à un président élu à la suite des élections démocratiques, libres et transparentes. Je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de ce grand homme d'État, Pierre Nkurunziza, et demander que son âme repose en paix. Je voudrais terminer cette émission par des bruits. Ça bruisse sérieusement autour de la nomination des mandataires, c'est vrai. Nous avons appris qu'on a bouclé les premiers contacts. 10 entreprises pourraient être concernées, généralement là où il y a des intérimaires, une bonne chose. Mais nous pensons, c'est vrai, les postes reviendront aux politiques, à la coalition au pouvoir, c'est vrai. Mais nous voulons qu'on nous donne des vertébrés, des gens à même de redresser les entreprises du portefeuille, dont certaines sont des canards boiteux. Nous ne voulons plus des partisans, des gens qui vont être récompensés pour raison de fidélité et non sur base des critères ou d'un critérium bien élaboré qui privilégie avant tout la compétence. Et ça, je voudrais le dire particulièrement pour les amis du cash, parce que beaucoup étaient soit dans la protestation, d'autres étaient dans les affaires privées en Europe, ainsi de suite, et qui ne connaissent pas tellement le rouage, soit de l'administration publique, ou de comment l'on gère des entreprises publiques. Il ne faudrait pas qu'on nous amène des stagiaires, des gens qui viennent apprendre au sommet de l'État ou au sommet des entreprises. Il faudrait qu'on nous choisisse des vertébrés, des gens compétents, mais surtout des gens qui ont une moralité irréfutable. Des oiseaux rares, des gens qui viendront en effet aider le président, aider le gouvernement à pouvoir booster ces entreprises. Nous ne voulons pas qu'on nous amène des amateurs, qu'on nous amène des jouisseurs, des gens qui viennent au lieu de participer au développement de ces entreprises, mais qui participent, qui contribuent à les détruire. Nous ne voulons pas qu'on nous amène ici des gens comme ceux Otomone Maramba 100 jours qui viennent, règle numéro 1, c'est remplir les poches. Non. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps pour ces nominations, autant qu'on a pris le temps. Autant qu'on a pris le temps pour la formation du gouvernement. Mais quand vous regardez le profil de certains ministres qu'il y a dans ce gouvernement, on s'est dit, mais tiens, n'y avait-il pas mieux? N'y avait-il pas mieux
de ce côté ou de l'autre. Mais là où c'est plus flagrant, c'est peut-être du côté du cash. Quand vous voyez la manière avec laquelle, la légèreté avec laquelle le ministre de la Santé a géré l'épidémie des coronavirus, on se dit, mais tiens, on pouvait faire mieux. Quand vous voyez comment l'économie nationale est gérée, quand vous voyez ministre délégué à la défense passer à la télévision et dire « je suis opposant », on s'est dit, soit qu'il faut une remise en jour ou une remise en question du profil, des compétences, des capacités de ces ministres, de ceux à qui on a fait confiance pour diriger des portefeuilles aussi importants. Monsieur le Président, Monsieur l'autorité morale du FCC, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, nous voulons à ce qu'on nous donne des bosseurs, pas des détourneurs, pas de gens qui viennent en stage. Trop, c'est trop. Ce qu'on a vécu avec le gouvernement, nous n'en voulons plus. Nous voulons mieux. Nous voulons des gens à la probité morale irréprochable, des gens compétents, parce qu'ils existent dans vos partis. Ils existent à la fois au PPRD, tout comme à l'UDPS. Ces gens qu'on étouffe. Est-ce qu'on pouvait comprendre qu'il y avait une Patricia Nseya à l'UDPS? Une dame qui a un palmarès, je veux dire un CV à revendre. Mais voyez comment il était étouffé. Voyez comment il était étouffé. Il faudrait que la méritocratie prenne la primauté sur des considérations politiques et tout ce qui va avec. Ça n'est fini ce matin. J'étais très content de vous faire cette vidéo. Comme on a dit, de temps en temps, on interviendra pour débriefer pour vous l'actu. Ici, nous vous expliquons ce que vous ne comprenez peut-être pas trop bien. Parce qu'effectivement, nous sommes allés à l'école pour apprendre ce que nous faisons. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, enfin, pas la semaine prochaine, un de ces quatre, parce que nous n'intervenons que quand nous trouvons qu'il y a des choses qui méritent d'être un tout petit peu explicitées. On se retrouve pour une autre vidéo d'ici là. L'autre numéro est toujours affiché. Non à la balkanisation de la RDC, ça c'est le débrief. Continuez à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos avis et considérations sur ce que nous faisons. Parce qu'en fait, nous les faisons uniquement pour vous. Uniquement pour vous. On n'a pas d'arrière-pensée. On n'est pas ce genre de journalistes téléguidés, financés par des organisations, des personnalités pour vilipender quiconque. Nous venons ici vous dire ce que vous méritez parce que le droit à l'information est un droit inaliénable reconnu par notre Constitution et par notamment d'autres instruments internationaux. Que Dieu vous garde, qu'il garde notre pays, qu'il garde nos compatriotes et tous ceux qui regarderont cette vidéo où qu'ils soient. Que cette vague de coronavirus passe et que nous soyons parmi les survivants, parmi ceux qui vont témoigner de la grandeur de Dieu. À très bientôt. Au revoir.